Est-ce que LVMH est en train de remonter la pente? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on va lire tout de suite cet article qui est disponible sur le blog. Donc vous pouvez vous abonner au blog Substack. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Allez, on y va. Donc ici, vous avez un récap des chiffres les plus importants. On va aller voir ça en détail. Paris, le 24 juillet 2025. Le géant mondial du luxe LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, affiche une performance robuste au premier semestre 2025, malgré un environnement géopolitique et économique perturbé. Je pense notamment aux droits de douane qui impactent assez fortement l'entreprise. Avec un chiffre d'affaires de 39,8 milliards d'euros, en recul de 4% par rapport au premier semestre 2024, à l'époque c'était 41,7 milliards d'euros, le groupe montre une résilience notable portée par une demande locale solide en Europe, plus de 2% en organique, et c'est important de le souligner, on a arrêté la décroissance organique en Europe, et une stabilité aux États-Unis. En Asie, le Japon enregistre une baisse après une forte croissance en 2024, dopée par le tourisme, tandis que le reste de la région reste stable, avec une amélioration des ventes aux clients locaux au deuxième trimestre. Il faut se rappeler que sur 2024, le Japon a bénéficié, les activités de LVMH au Japon ont bénéficié d'une forte dépréciation du yen japonais. D'ailleurs, elle se continue, mais sur un rythme un peu moins rapide. Donc, il y a eu beaucoup de touristes asiatiques, donc les Chinois notamment, qui sont allés au Japon faire des emplettes, parce que finalement, avec le taux de change, ils payent moins cher qu'à la maison en renminbi ou yuan. C'est la même chose. Donc, il y avait eu un coup de boost au Japon pour cette raison-là en 2024. Si on regarde le mix des ventes de LVMH, on voit que c'est finalement plutôt bien équilibré, mais l'Asie reste prépondérante, puisqu'on voit que c'est 25% aux États-Unis, 8% en France et 17% en Europe, donc 25% en Europe, 28% en Asie sans le Japon et 36% avec le Japon. Et Other Markets, c'est 14%. Bon, donc ça reste plutôt bien diversifié géographiquement. Par secteur maintenant. Les vins et spiritueux reculent de 7% en organique, moins 8% en réel, c'est-à-dire en tenant compte des taux de change et des changements de périmètre. Pénalisés par une faible demande pour le cognac, bien que le champagne montre une amélioration au deuxième trimestre. On va suivre demain la publication de Rémi Cointreau dans le cognac. Donc ça, c'est le spiritueux qui se fait le plus attaquer par les droits de douane et les mesures douanières. Donc c'est normal que sur LVMH, ça pénalise, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une amélioration sur le champagne. Donc, d'ailleurs, je suis LVMH dans le cadre de mon suivi de Pernod Ricard, même si Pernod Ricard, j'en ai plus beaucoup, maintenant j'ai plus qu'une seule action. Mais je pense qu'on commence enfin à voir les prémices d'une reprise sur le secteur des vins spiritueux. Donc là, c'est souligné par la publication de LVMH. Sur Pernod Ricard, on a des plans de réduction de coûts. Bon, malheureusement, ce sont des licenciements, mais il y a aussi des ventes d'actifs. Et sur Diageo, la PDG a carrément été licenciée. Donc, et puis sur Brown-Forman, on a aussi des réductions d'effectifs. Bon, on est dans la phase, on réduit les coûts, tout va mal, et donc c'est dans ces phases-là que les actions sont peut-être les plus intéressantes d'un point de vue valorisation. Maintenant, ça reste spéculatif, il faut que le cycle se retourne complètement, mais on commence à voir des prémices de ça dans cette publication de LVMH. Ensuite, la mode et maroquinerie, pilier du groupe, baisse de 7% en organique, mais maintient une marge opérationnelle élevée grâce à la résilience de la demande locale. Les parfums et cosmétiques restent stables, portés par l'innovation. Il y a de nouveaux lancements chez Dior et Guerlain et une distribution sélective. Les montres et joailleries stagnent avec des investissements soutenus dans les rénovations des boutiques Tiffany & Co. La distribution sélective tirée par Sephora progresse de 2% en organique avec une rentabilité en hausse pour DFS grâce à une rationalisation des coûts. Ici, vous avez le détail. Bon, ce qui est le plus important de regarder, alors ce que vous allez voir dans les agrégateurs, ça va être la croissance publiée. Ce qui est intéressant à regarder, c'est plutôt la croissance organique. Bien sûr, il faut regarder comment l'entreprise retraite cette croissance pour qu'elle soit organique. On a donc les effets de périmètre ici, Consolidation Scope, ou les effets de change qui impactent la croissance publiée. Et donc, si on retraite ça, on obtient la croissance organique. Donc, ce qu'on peut voir, il y a quand même des signes d'espoir. On regarde vin spiritueux. Vin spiritueux, c'est toujours pas bon. Moins 7%.
C'est une petite activité chez LVMH. Ensuite, on a donc mode et maroquinerie, moins 7%, c'est toujours pas bon, c'est la plus grosse activité. En revanche, parfums et cosmétiques en organique, c'est stable, donc encourageant. Les montres et les bijoux, c'est stable également, encourageant. Et la distribution sélective, également stable, donc ça, c'est plutôt positif. Peut-être qu'on a vu le point bas sur LVMH. C'est qu'une hypothèse, c'est que mon opinion, je peux me tromper, mais on a une décélération moins forte, une dérivée seconde positive sur la croissance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc en organique, on fait moins 3% par rapport au premier semestre 2024, pardon. Donc il y a des signes il y a des motifs d'espoir quand même sur LVMH. Le bénéfice des opérations récurrentes s'élève à 9 milliards d'euros, en baisse de 15% par rapport à 2024. Donc à l'époque, c'était 10,7 milliards d'euros. Mais la marge opérationnelle reste solide à 22,6%. Le bénéfice net part du groupe chute de 22% à 5,7 milliards d'euros, reflétant les défis du marché, donc les défis actuels que rencontre l'entreprise. Il y a notamment des augmentations de taxes. Donc on est sur un free cash flow opérationnel qui bondit de 29% à 4 milliards d'euros, démontrant meilleure gestion des liquidités. Bon, voilà. Ici, vous avez le résumé. On est sur 4% de baisse du chiffre d'affaires, effet ciseau négatif, ça impacte les marges, donc ça impacte aussi le résultat opérationnel et donc, in fine, le résultat net. Bon, ce qu'il faut regarder, les marges se dégradent évidemment. Est-ce que ça se dégrade aussi vite qu'avant? Je ne le pense pas. Donc, on ira voir ça dans l'analyse quantitative que je ferai dans les prochains jours sur LVMH. Mais je pense, moi, qu'il y a quand même des motifs d'espoir avec la dégradation ralentie et c'est plutôt encourageant. La dette financière nette diminue de 16% à 10,2 milliards d'euros, réduisant le levier financier, c'est-à-dire la dette nette sur l'EBITDA, et renforçant la solidité du bilan. Concernant la rémunération des actionnaires, un dividende intérimaire de 5,5 € par action sera versé le 4 décembre 2025. Comparé au free cash flow de 4 milliards d'euros, le dividende reste cohérent avec la stratégie de redistribution prudente du groupe. Donc on est sur un payout ratio qui n'est pas trop élevé, ça reste raisonnable. Et d'un autre côté, en plus, le rendement du dividende à l'heure actuelle n'a jamais été aussi élevé. Donc c'est une opportunité, à mon avis, pour entrer sur du LVMH avec un niveau de rendement du dividende qui est tout à fait attractif. Le management, toujours dirigé par Bernard Arnault, d'ailleurs il y a la question de la succession qui est en suspens, reste confiant pour 2025 malgré les incertitudes. LVMH poursuivra sa stratégie axée sur la qualité, l'innovation et l'excellence dans la distribution, visant à consolider sa position de leader mondial du luxe. Ces visions à long terme, combinées à la créativité des équipes, devraient permettre au groupe de surmonter les défis et de renforcer l'attractivité de ses marques iconiques. Bon, cette publication de LVMH, c'est pas encore flambant, mais bon, ça s'améliore, ça s'empire moins vite. Et en finance, c'est la des secondes qui est importante. Donc, on peut, à mon avis, avoir des raisons d'espérer. Pour ce qui est des vins spiritueux, donc c'est pas un gros segment chez LVMH, et moi je suis LVMH dans le cadre du suivi de Pernod Ricard. Bon, sur les vins spiritueux, c'est pas encore sorti d'affaire. Moi, je pense qu'il faut encore être à l'écart du secteur, plutôt en observation. Et puis, on reviendra quand on aura une bonne publication sur un des acteurs. Donc je pense qu'il faudra suivre la publication de Pernod Ricard, qui aura lieu en août, si je ne me trompe pas, avec, et voir si, pareil, la dégradation ralentit et si on a peut-être une amélioration des marges ou peut-être on arrive à amoindrir la décroissance. Et dans ce cas-là, peut-être des cessions d'actifs également qui permettront de se désendetter. Et dans ce cas-là, on pourra revenir sur les vins et spiritueux, à mon avis. Pour ce qui est de LVMH, bon, je pense que vu que l'activité est quand même assez diversifiée, il y a des segments qui reprennent de la croissance. Je pense que le timing n'est plus trop mauvais pour s'y intéresser. Pour peut-être, donc si c'est un secteur qui vous plaît et dans lequel vous avez envie d'investir, vous pouvez mettre l'entreprise en watchlist et commencer à les creuser parce que je pense que d'un point de vue de timing, c'est pas si mauvais que ça pour LVMH. Et on va dire, une marge de sécurité sur la valorisation, même si ça reste élevé, c'est du luxe, bien entendu, mais en termes historiques, par rapport à la valorisation du groupe, c'est pas très cher, LVMH actuellement. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.